Ma famille ne m'a pas invité à Noël mais m'a envoyé une facture de 65 000 $ pour la voiture de mon frère. J'ai simplement appelé la banque et dit « Saisissez-la. J'en ai fini. » Je suis Jason Mitchell, j'ai 29 ans, et mes parents ont commis une fraude criminelle en utilisant mon nom, puis m'ont envoyé la facture de leur crime. Avant de vous raconter comment j'ai fait saisir la BMW de 65 000 $ de mon propre frère et légalement interdit à mes parents de jamais me recontacter, faites-moi savoir d'où vous regardez tous dans les commentaires ci-dessous. C'est toujours bien de savoir qui écoute. Mon histoire, la vraie histoire de comment ma vie a changé, ne commence pas par une explosion dramatique. Il n'y a pas de cris, pas de porte qui claque, aucune des théâtralités qu'on voit dans les films. Elle commence dans une pièce si silencieuse qu'on pouvait entendre le doux bourdonnement de la climatisation. C'était le bureau de Natalie Hoffman, une avocate dont j'avais trouvé le nom après des heures de recherche désespérée en ligne. Ses avis la dépeignaient comme un prédateur en costume d'affaires. En personne, elle était quelque chose de bien plus troublant. Elle était parfaitement immobile. Son immobilité ressemblait à l'énergie comprimée d'un ressort tendu, et c'était plus intimidant que n'importe quel étalage de colère que j'ai jamais vu. Elle était assise derrière un vaste bureau en acajou qui semblait conçu pour faire sentir ses clients petits. Dessus, le seul objet était un dossier fin et unique. Mon dossier. Il contenait la version condensée d'une vie entière à être le bon fils, le responsable, le fiable, ce que j'apprenais n'être que le code familial pour le paillasson désigné. Tout culminait dans ce dossier. Une facture impeccable pour une voiture de luxe que je n'avais jamais vue, pour un prêt que je n'avais jamais approuvé, sous une signature qui était une imitation grossière et insultante de la mienne. Nathalie ne m'offrait pas de platitude ou de rassurance facile. Ce n'était pas ce genre d'avocate. Elle laissa le silence dans la pièce s'étirer, laissant la gravité de mes propres mots, ma propre histoire, retomber sur moi. C'était un mouvement calculé, me forçant à confronter la réalité de la situation sans aucun tampon émotionnel. Finalement, elle se pencha en avant, juste d'un centimètre, mais le mouvement était électrique. Ses yeux, perçants et clairs et entièrement sans pitié, se verrouillèrent sur les miens. C'étaient les yeux d'une stratège, et à ce moment-là, c'était exactement ce dont j'avais besoin. « Jason, dit-elle, sa voix aussi polie et dure que le bureau entre nous. Soyons sans équivoque. Basé sur la documentation que vous avez fournie, la facture, l'accord de prêt, la contrefaçon évidente de votre signature qu'un expert en écriture peut vérifier en un jour, c'est un cas classique de fraude criminelle. Ce n'est pas une querelle familiale qui appartient au bureau d'un thérapeute. C'est un crime qui appartient à une salle d'audience. » Elle marqua une pause, laissant ce mot, crime, détonner doucement dans la pièce silencieuse. « Donc, la question n'est pas de savoir si nous pouvons gagner, continua-t-elle, son regard ne quittant jamais mon visage. Un étudiant de première année en droit pourrait gagner cette affaire. La question est, êtes-vous, Jason Mitchell, vraiment prêt à pousser vos parents et votre frère à faire face aux conséquences d'un acte criminel? Êtes-vous prêt à choisir consciemment de marcher sur cette route? C'était, sans exagération, la question la plus importante que quiconque m'ait jamais posée. Ce n'était pas à propos des 65 000 $. Ce n'était pas à propos d'une stupide voiture. C'était à propos d'une ligne, une frontière de respect et de décence qui avait été violée si systématiquement et depuis si longtemps que j'avais commencé à croire qu'elle n'existait même pas. Je tournai la tête, mon regard dérivant vers la grande baille vitrée derrière elle. 10 étages plus bas, Manhattan bouillonnait, une rivière de taxis jaunes et de gens anonymes. Chacun enveloppé dans ses propres drames. Pendant une seconde à couper le souffle, je ressentis un isolement si profond qu'il était vertigineux. Puis, l'image de cette enveloppe Kraft bon marché sur le comptoir de ma cuisine clignota dans mon esprit. La sensation froide et nette de la facture. Le gribouillage arrogant et méprisant de la note de mon frère. Je savais que tu comprendrais. Comprendre quoi? Que toute mon identité pour eux était celle d'un instrument financier? Que mon succès durement gagné n'était pas quelque chose dont ils pouvaient être fiers, mais une ressource qu'ils pouvaient piller? Je me retournai pour faire face à Nathalie, le brouillard de culpabilité, d'obligation familiale, de toute une vie à me faire dire que j'étais difficile pour vouloir un respect de base. Tout brûla dans ce moment de clarté brutale. Je vis le système pour ce qu'il était, une relation parasitaire où j'étais l'hôte. Ma voix, quand je la trouvai finalement, était stable et froide. Une voix que je reconnaissais à peine comme étant la mienne. Faites ce qui doit être fait. Pour vraiment saisir comment un homme finit dans le bureau d'un avocat, prêt à déclarer la guerre à son propre sang, vous devez comprendre que la trahison finale n'est jamais la première. C'est juste celle qui vous fait finalement voir toutes les autres. Vous devez remonter 2 semaines en arrière, à un mardi qui a commencé comme n'importe quel autre,
ce qui dans l'écosystème de ma famille, signifiait qu'il était mûr pour une crise fabriquée. J'étais à mon bureau à l'entreprise, fixant une feuille de calcul si complexe qu'elle ressemblait à un circuit imprimé. Mon monde était les chiffres, la logique et les conséquences. Le monde de ma famille, je commençais à réaliser, était l'impulsion, l'émotion et un mépris complet pour les conséquences, parce qu'il m'avait toujours pour nettoyer. Mon téléphone vibra, et le nom « maman » clignotait sur l'écran. Un nœud pavlovien de crainte se resserra instantanément dans mon estomac. Ma mère, Diana, n'appelait jamais juste pour dire bonjour. Un appel d'elle était un briefing de mission. Jason, chérie, comment vas-tu? Sa voix était une confection de douceur et de lumière. C'était son gambit d'ouverture, l'équivalent vocal d'un cheval de Troie. Je suis au milieu d'une analyse de marché, maman. Qu'est-ce qui se passe? Je gardais mon ton coupant, professionnel, une tentative futile de maintenir une frontière qu'elle n'avait jamais respectée. Oh, toujours si occupée avec tes chiffres, soupira-t-elle, un coup de maître d'agression passive qui réussissait à sonner à la fois sympathique et méprisant. C'est juste que je m'inquiète pour Tyler. Bien sûr qu'elle s'inquiétait. C'était toujours à propos de Tyler, mon frère cadet, le fils prodigue, l'enfant doré. Il avait 25 ans mais avait l'acuité financière d'un adolescent. Il dérivait d'un projet de passion à l'autre, scénariste, boulanger artisanal de friandises pour chiens, trader crypto quotidien, chacun échouant plus spectaculairement que le dernier, ses chutes toujours amorties par l'adoration sans borne de mes parents, avec une fréquence croissante, mon compte en banque. Quelle est l'urgence cette fois, demandai-je, me penchant en arrière dans ma chaise et me frottant les tempes. Eh bien, son propriétaire est vraiment affreux. Il est un peu en retard sur son loyer, le pauvre. Il est sous tellement de pression en essayant de faire décoller sa nouvelle entreprise. La nouvelle entreprise de Tyler était d'essayer de devenir un influenceur sur les réseaux sociaux en postant des photos mélancoliques de lui-même dans des vêtements chers qu'il ne pouvait pas se permettre. Maman, dis-je, ma voix tendue par une frustration que je ne pouvais plus cacher. J'ai remboursé 15 000 $ de sa dette de carte de crédit il y a 6 mois. Tu te souviens? Il avait juré que c'était une remise à zéro unique. 2 semaines plus tard, il postait des photos d'un camp de surf à 1 000 $ la nuit à Bali. Nous avons eu exactement cette conversation. Jason Alexander Mitchell, tu n'utiliseras pas ce ton avec moi. Elle claqua, la douceur s'évaporant pour révéler l'acier en dessous. Ce n'est pas convenable. Tu es celui qui a de la chance. Tu as ce travail stable. C'est ton devoir d'aider ton frère qui trouve encore sa voie. C'est ce qu'une bonne famille fait. Nous nous soutenons mutuellement. Devoir. Le mot était un poids de plomb. Mon devoir était de financer son irresponsabilité. Mon devoir était de permettre son adolescence perpétuelle. Mon devoir était de me mettre le feu pour le garder au chaud. Je verrai ce que je peux faire, marmonnai-je. C'était une réponse de lâche, une retraite verbale pour terminer la conversation. Je détestais la faiblesse dans ma propre voix. Je raccrochai et envoyai un texto à mon meilleur ami, Marc. Nous étions amis depuis notre première année à Cornell. Il connaissait toute la triste saga. Code rouge. La première banque nationale de Tyler a besoin d'une autre injection de capital. Sa réponse fut directe et immédiate. Non, absolument pas. Souviens-toi de Manhattan? Tu avais juré que c'était la dernière fois. Dis juste non, mec. C'est une phrase complète. Le débâcle de Manhattan. Ma dernière tentative monumentalement stupide d'utiliser l'argent pour acheter quelque chose qui n'était pas à vendre. Le respect authentique de ma famille. 3 mois auparavant, j'avais orchestré ce que j'espérais serait un week-end familial parfait. J'avais brûlé près de 5 000 $, une suite au Gansford Hotel, des places d'orchestre pour un spectacle de Broadway à succès, un dîner de menu dégustation dans un restaurant avec des étoiles Michelin et une liste d'attente d'1 mois. Je pensais que si je pouvais juste organiser l'expérience parfaite, si je pouvais démontrer mon succès et ma générosité d'une manière qu'ils ne pouvaient ignorer, peut-être qu'ils me verraient finalement comme un égal, un père. Ils me virent, en effet. Ils virent un portefeuille ouvert. Ma mère passa le week-end à faire des pics à peine voilés sur mon appartement étant un peu petit pour un homme de mon âge avec mon salaire. Mon père, Richard, un banquier d'investissement pompeux qui valorisait les apparences par-dessus tout, passa le dîner chic à essayer d'impressionner le sommelier avec sa connaissance des vins français. Et Tyler? Tyler était la vedette, bien sûr. Il tenait court, racontant des histoires sauvagement exagérées sur ses rencontres avec des producteurs, charmant le personnel de service, absorbant tout l'oxygène dans la pièce, tandis que je restais assis là, le bienfaiteur silencieux et invisible payant pour la scène.
Je me souviens avoir décompressé avec Marc quelques jours plus tard, l'humiliation piquant encore. C'est comme s'il ne me voyait même pas, mec, avais-je dit, faisant tournoyer la bière dans mon verre. Je ne suis qu'un distributeur automatique ambulant et parlant. Marc m'avait regardé avec sa clarté habituelle et irritante. Ou peut-être qu'il te voit, Jason. Il voit un gars réussi et stable sur qui ils peuvent compter, et il ne se soucie tout simplement de rien au-delà de ça. Il y a une grande différence. Ces mots d'il y a 3 mois résonnaient dans mon esprit maintenant alors que je fixais mon téléphone, qui vibra à nouveau avec une notification. Un tag Instagram. Ma cousine, Taylor, avait posté une nouvelle photo. Mon pouce planait au-dessus de l'icône, une sensation de pressentiment me lavant. Je tapais, et le monde bascula sur son axe. C'était une photo de toute ma famille élargie. Ma mère, mon père, Tyler, toutes mes tantes et oncles, mes cousins. Ils étaient tous entassés dans le salon festoyamment décoré de mes parents. Une bannière scintillante tendue à travers la cheminée disait « Joyeux Noël ». Mon père était en tête de table, découpant fièrement une dinde massive. Ma mère levait un verre de champagne, son visage rayonnant. Tyler avait ses bras négligemment autour de Taylor, un large sourire triomphant plaqué sur son visage. La légende, parsemée d'émoticônes joyeuses, disait « Meilleure fête de Noël familiale ». Si bon d'avoir tout le monde ensemble. Ça m'a manqué. Tout le monde. Mon souffle se coinça. Je zoomais, mon cœur battant un rythme frénétique et douloureux contre mes côtes. La photo était horodatée. Hier. Je savais qu'ils avaient une fête de Noël annuelle. J'attendais l'appel, le texto, l'email. J'avais déjà acheté leurs cadeaux, emballés et assis dans mon placard. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine composer le numéro de ma mère. Elle répondit à la 2e sonnerie, sa voix brillante et légère. Jason, je pensais justement à toi, chérie. Le mensonge était si naturel qu'il était presque impressionnant. Je viens de voir la photo de Taylor, dis-je, ma voix dangereusement plate, de la fête de Noël. Un battement fractionnel de silence, le son de ses calculs. Oh, ça, dit-elle. Mon Dieu, c'était complètement improvisé de dernière minute. Quelques personnes étaient en ville, et nous l'avons juste organisé sur un coup de tête. Nous savions que tu étais submergé par les rapports de fin d'année au travail, alors nous ne voulions pas te déranger. L'excuse était si faible, si transparentement fausse, qu'elle était plus insultante que l'exclusion elle-même. Dernière minute ? Les décorations parfaitement coordonnées. La montagne de cadeaux sous le sapin, le buffet traiteur que je pouvais voir en arrière-plan. Ça criait des semaines de planification. Et tu ne voulais pas me déranger, répétai-je, les mots ayant le goût du poison. Je vois. Merci de clarifier. Je raccrochai le téléphone avant qu'elle puisse tisser un autre fil dans sa toile de tromperie. Je restais assis dans mon bureau silencieux, les lumières de la ville dehors se brouillant en une tache insignifiante. Ce n'était pas juste la fête. C'était la facilité glaçante avec laquelle il m'avait excisé, le manque complet de considération. Je n'étais pas une arrière-pensée. J'étais une non-pensée. Quelques minutes plus tard, alors que je remuais encore, mon téléphone vibra avec un numéro inconnu. J'ai failli le laisser aller sur la messagerie vocale, mais un instinct me fit répondre. Jason, c'est ta tante Patricia, la sœur de mon père, la brebis galeuse de la famille, celle qui était partie et vivait sa vie selon ses propres termes. Nous n'étions pas proches, mais elle m'avait toujours traité avec une décence directe qui était rare dans ma famille. Salut, tante Patricia. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais juste être directe. Jason, dit-elle, sa voix basse et rapide, comme si elle ne voulait pas être entendue. Taylor est une idiote d'avoir posté cette photo, mais je suis contente que tu l'aies vue. Ta mère ment à travers ses dents. Elle a envoyé une invitation numérique avec un système de réponse complet il y a 2 mois. Je le sais, parce que je la regarde dans ma boîte de réception en ce moment. Je fermais les yeux fort, pressant les talons de mes mains contre eux. La confirmation n'apportait pas de soulagement. Elle apportait une nouvelle vague de douleur. Ce n'était pas un oubli négligent. C'était une décision délibérée et calculée. Pourquoi ? Le mot s'échappa de mes lèvres comme un chuchotement brisé. Patricia laissa échapper un long soupir las. Chérie, c'est une question pour un thérapeute avec un doctorat. Tout ce que je sais, c'est qu'ils font ce genre de choses depuis des années. Tu reçois juste le pire. Ne les laisse pas s'en tirer. Tu es un homme bien, et tu mérites mieux. L'appel se termina, me laissant dans le silence résonnant avec la vérité froide, dure et indéniable.
Il ne m'avait pas oublié. Il m'avait intentionnellement et méthodiquement exclu. Ce week-end fut un tournant. Ma mère appela la veille de Noël avec une invitation perfunctoire et culpabilisante à « passer demain un peu, puisque tu as raté tout le plaisir ». Je déclinai. Pour la première fois de ma vie, je dis non sans excuse. J'ai simplement dit « je ne pourrai pas le faire ». Puis je suis allée chez la famille de Marc pour le dîner de Noël. Ils m'accueillirent non pas comme un invité, mais comme l'un des leurs. La mère de Marc, Sarah, une femme avec le sourire le plus chaleureux que j'ai jamais vu, me serra fort et chuchota « Notre table a toujours une place pour toi, Jason ». Je dus m'excuser aux toilettes pendant quelques minutes pour me ressaisir. C'était un aperçu d'un univers parallèle, un monde où famille signifiait chaleur et inclusion, pas obligation et jugement. Les 2 semaines suivantes passèrent dans une trêve étrange et silencieuse. Je ne tendis pas la main. Eux non plus. Une petite partie naïve de moi commença à espérer que peut-être, juste peut-être, mon absence avait fait passer un message. Puis, par un mardi amèrement froid de mi-janvier, une grande enveloppe Kraft Bosley arriva dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour, juste mon nom et mon adresse griffonnés dans l'écriture cursive distinctive en boucle de ma mère. Je la portai jusqu'à mon appartement, un nœud de crainte se resserrant à chaque pas. Je l'ouvris au-dessus du comptoir de ma cuisine. À l'intérieur, ce n'était pas une branche d'olivier. Ce n'était pas une carte de Noël tardive. C'était un paquet épais de documents d'un concessionnaire BMW haut de gamme, un accord de près de 60 mois, un calendrier de paiement et une facture. Une facture pour 65 421 $ pour une berline BMW série 5 flambant neuve et entièrement équipée. Acheteur, Tyler Mitchell. Co-signataire, Jason Mitchell. Et là c'était, sur la page finale, griffonné sur la ligne du co-signataire, une contrefaçon maladroite et presque enfantine de ma signature. Glissé dans les plis de la facture était un petit morceau de papier à notes, arraché d'un bloc-notes légal, une note de Tyler. Merci pour l'aide avec la nouvelle voiture. Frère, maman et papa ont dit que tu comprendrais, puisque tu vas si bien. Je savais que je pouvais compter sur toi. Le premier paiement est dû le premier. Détail joint. Je restais enraciné sur le sol de ma cuisine, les papiers tremblants dans ma main. L'air semblait disparaître de la pièce. C'était l'audace qui me coupait le souffle. L'arrogance pure, stupéfiante et astronomique. Ce n'était pas un cri à l'aide. Ce n'était pas un malentendu. C'était un braquage. Un acte calculé et prémédité de vol, déguisé avec l'emballage fragile de la famille. Et c'était l'étincelle qui finalement, irrévocablement, alluma la mèche. Les 24 heures après avoir découvert le prêt frauduleux ne furent pas remplies de rage. La rage est une émotion chaude et explosive. Ce que je ressentais était l'opposé. C'était un froid rampant et envahissant. Un gel profond de l'âme. Je ne criais pas. Je ne frappais pas un mur. Je pliai simplement les papiers soigneusement, les remis dans l'enveloppe Kraft, et la posai sur le comptoir de ma cuisine comme si c'était une bombe que j'avais peur de bousculer. J'appelai malade au travail le lendemain. Quand ma patronne, Sandra, demanda si tout allait bien, je lui dis que j'avais une urgence familiale. La phrase semblait une blague noire. Une urgence implique quelque chose d'inattendu. Une crise soudaine. Ce n'était pas soudain. C'était l'aboutissement d'une vie entière d'érosion plus petite. Un glissement de terrain final et catastrophique après des années de pluie silencieuse et régulière. Je passais ce mercredi à la dérive dans mon propre appartement. La ville dehors bourdonnait de son énergie frénétique habituelle. Mais à l'intérieur de mes murs, le temps avait ralenti à un rampement. Je commandais de la nourriture que je ne mangeais pas. J'allumais la télé et fixais l'écran en blanc. Les rires en conserve d'une sitcom sonnaient comme des cris d'un monde distant et plus heureux. J'étais un fantôme dans ma propre vie, hanté par la réalisation que la famille que j'avais passé près de 30 ans à essayer de plaire n'existait pas vraiment. C'était une fiction à laquelle j'avais obstinément essayé de croire. Le sommeil était impossible cette nuit-là. Mon esprit était un circuit de courses d'humiliation passée. Chaque affront, chaque promesse brisée. Chaque fois que j'avais avalé ma fierté pour le bien de garder la paix. Tout jouait en boucle. Vers 2 heures du matin, je me retrouvais debout devant ma bibliothèque, mes doigts traçant la reliure d'un album photo poussiéreux en cuir. Celui que ma mère m'avait donné pour ma remise de diplôme du lycée. Sur la couverture intérieure, dans son écriture élégante, elle avait écrit « À notre fils merveilleux, Jason. Nous sommes si fiers du responsable. » Même alors, c'était ma caractéristique déterminante. Toute mon identité condensée en un seul mot condamnant.
Je n'étais pas le brillant, ou le créatif, ou le drôle. J'étais le joueur utilitaire. Le cheval de trait. Celui qui faisait les choses pour que les autres, notamment Tyler, puissent être libres d'être brillants et créatifs et drôles. Avec un sens de curiosité morbide, je m'assis sur le sol et ouvris l'album. Je feuilletai les pages rigides couvertes de plastique, et l'histoire de ma vie, ou plutôt, mon rôle dans leur vie, se déploya en tirage brillant de 4/6. Il y avait Tyler, âgé de 7 ans, rayonnant au sommet d'un magnifique poney brun à sa première leçon d'équitation. Une indulgence coûteuse que mes parents insistaient était cruciale pour son développement. Sur la page en face, j'étais à 11 ans, chevauchant fièrement mon premier 2 roues. Un Huffy rouillé d'occasion avec des pneus dépareillés que mon père avait marchandé dans un vide-grenier du quartier. Ça forge le caractère, fils, avait-il dit, me tapotant le dos. Une phrase que je comprenais maintenant signifiait que c'était bon marché. Le motif était implacable, indéniable. Page après page, c'était un enregistrement visuel de leurs priorités. Il y avait Tyler, âgé de 16 ans, souriant comme un roi à côté de la convertible rouge brillante qu'il lui avait louée. Et il y avait moi, âgé de 17 ans, recevant les clés de la Honda Civic cabossée et vieille d'une décennie de ma mère, une transmission pratique et fiable. Il y avait la photo de la fête de remise de diplôme du lycée de Tyler. Une affaire massive est traitée dans leur arrière-cour avec un DJ embauché et la moitié de la ville en présence. Ma fête de remise de diplôme 2 ans plus tôt, un dîner tranquille au Olive Garden local, où mon père passa la plupart du repas à se plaindre du prix des calamars. Je ne regardais pas un album de famille, j'auditais une vie. Je fixais un registre de 30 ans qui documentait méticuleusement chaque investissement inégal, chaque allocation disparate d'affection et de ressources. Avec un sentiment croissant de crainte, je réalisais que je cherchais une seule image, une preuve du contraire. Une photo où j'étais le centre de leur monde, où leur fierté en moi était intacte d'obligation ou de comparaison. Je n'en trouvais aucune. Je fermai l'album, le doux froissement du plastique sonnant comme un râle de mort dans la pièce silencieuse. Il n'y avait pas de chaleur ici, pas de confort, pas de douce nostalgie. Il n'y avait qu'un décompte froid et dur de ma valeur perçue. Et selon ce livre, j'étais un investissement à faible rendement. Le lendemain, mon engourdissement céda place à une tristesse profonde et douloureuse. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui vivait dans le monde réel. J'appelai Marc. « Hey mec, tu vas bien ? Tu ne rates jamais le travail, dit-il. » Sa voix immédiatement lardée d'inquiétude. Je pris une respiration tremblante et toute l'histoire se déversa juste de moi. L'enveloppe, la BMW, la signature contrefaite, la note arrogante de Tyler. Je lui lus la note à voix haute, ma voix se cassant sur les derniers mots. Quand j'eus fini, le silence à l'autre bout de la ligne était épais d'incrédulité et de fureur. « Marc, tu es toujours là ? » « Ouais, » dit-il finalement, sa voix tendue. « Je suis là. J'essaie juste d'envelopper ma tête autour de l'audace pure, de niveau divin. Jason, ce n'est plus un problème familial. C'est 5 crimes en une enveloppe. C'est des rapports de police et de la prison. Je sais, dis-je, les mots semblant creux et inutiles, mais qu'est-ce que je suis censé faire ? C'est ma famille. Le mot lui-même semblait un mensonge, une étiquette pour quelque chose qui n'avait pas de substance. Marc, à son crédit éternel, ne me dit pas quoi faire. Il ne ragea pas en mon nom. Il devint juste très silencieux pendant un moment et puis il posa une question si simple et si profonde qu'elle brisa toute ma vision du monde. Je sais que tu as tout fait pour eux, Jason, pendant 30 ans, mais je veux que tu sois honnête avec toi-même juste pour une seconde. Quand ont-ils jamais, même une seule fois, fait quelque chose purement pour toi ? Quelque chose qui ne les bénéficiait pas directement ou indirectement à la fin ? J'ouvris la bouche. J'étais prêt à les défendre, à trouver une exception pour prouver qu'il avait tort. Mon dîner de remise de diplôme ? Non, mon père se plaignait de la facture. La Honda ? Non, c'était une transmission pour qu'il n'ait pas à acheter une nouvelle voiture. Payer pour l'université ? Non, j'ai eu des bourses et payé le reste moi-même avec des prêts. Chaque instance que je pouvais invoquer, chaque soi-disant acte de bonté, se fanait sous la lumière dure de sa question. C'étaient toutes des transactions, des investissements faits avec l'attente d'un retour futur. Le silence s'étira pendant une minute entière. Je ne peux penser à rien. J'admis finalement et l'aveu semblait un coup de poing physique à l'estomac, me coupant tout l'air des poumons. Moi non plus, mec, dit Marc, sa voix douce maintenant, et j'ai regardé ça toute ma vie. Donc peut-être qu'il est temps que tu arrêtes de t'inquiéter de ce que tu leur dois et commences à penser à ce que tu te dois.
Nous raccrochâmes et je restai juste assis là sur mon canapé, sa question se rejoint dans mon esprit. Qu'est-ce que tu te dois? La réponse vint lentement, puis tout d'un coup. Je me devais la paix. Je me devais la dignité. Je me devais une vie où ma valeur n'était pas déterminée par ma capacité à résoudre des problèmes que je n'avais pas créés. Ce soir-là, j'effectuai un petit exorcisme numérique. Je parcourus mon téléphone, mon stockage cloud, mes médias sociaux, et je supprimai chaque photo que j'avais d'eux. Chaque sourire forcé de vacances, chaque portrait de famille gênant. Je regardais leurs visages pixelisés disparaître un par un dans une poubelle numérique. Ce n'était pas un acte de rage. C'était un acte de libération. Je faisais de la place. Le lendemain matin, vendredi, je me réveillais une personne différente. La tristesse était toujours là, une note de basse faible et bourdonnante, mais elle s'harmonisait maintenant avec une nouvelle mélodie. Détermination froide et dure. J'avais un appel de plus à faire. J'avais besoin de l'entendre de la source. Je composais le portable de mon père. Il répondit à la deuxième sonnerie, non pas avec un bonjour, mais avec son nom de famille, comme un PDG répondant à sa ligne privée. Mitchell. Papa. C'est Jason. Jason. Je suis sur le point d'entrer dans une réunion. Fais vite. J'ai reçu une facture pour une BMW, dis-je, sautant tout préambule. Pour Tyler. Ça dit que je suis le co-signataire. J'attendis le halètement, le déni, la fureur indignée en mon nom. Je n'eus rien de tout ça. Là, ça, dit-il. Son ton celui d'agacement mineur, comme si je l'embêtais avec une trivialité. Ta mère s'est occupée de la paperasserie. Elle a signé pour toi. Nous savions que tu serais difficile à ce sujet, mais Tyler avait désespérément besoin d'une voiture respectable. L'image est tout dans ce monde, Jason. Tu devrais savoir ça. Difficile. Le mot planait dans l'air entre nous. Toute ma vie avait été une étude à être l'opposé de difficile. J'étais le chemin de moindre résistance. Vous avez contrefait mon nom sur un prêt de 65 000 $. Je dis, ma voix dangereusement silencieuse, toute émotion en étant pressée. Et vous me dites que je suis celui qui est difficile. Maintenant, un éclat d'irritation authentique entra dans sa voix. Et écoute, tu fais une montagne d'une taupinière. Tu es un analyste réussi. Erreur environnante pour toi. Ton frère lutte. La loi de la famille, la loi de la nature dicte que le fort aide le faible. Il est temps que tu arrêtes d'être si égoïste et comprennes ton rôle. La loi de la famille, une loi de jungle, où j'étais la proie désignée, une loi où ma force n'était pas la mienne, mais une ressource communale pour eux à exploiter. Une loi à laquelle je n'avais jamais accepté, mais que j'avais été condamné à maintenir. C'était le mot final, le point à la fin d'une longue phrase triste. Il n'était pas désolé. Il était vertueux. Il croyait vraiment qu'il avait droit à mon nom, mon crédit, mon futur, mon identité même. Je ne discutais pas. Je n'élevais pas la voix. Je dis juste, d'accord, papa, je comprends maintenant. Je comprends vraiment. Et je raccrochai le téléphone. Je comprenais que mon père ne serait jamais mon bouclier. Ma mère ne serait jamais mon port sûr. Mon frère ne serait jamais mon ami. Je n'étais pas un fils ou un frère. J'étais un actif. Et on ne demande pas permission à un actif. On le liquide juste. Je me levai de mon canapé, marchai vers mon ordinateur portable, et avec des doigts stables, je tapai 5 mots dans la barre de recherche, meilleur avocat de fraude à Manhattan. Le deuil était fini. La guerre était sur le point de commencer. Le lundi après mon week-end de découverte sinistre ressemblait au premier jour d'une nouvelle vie. L'air dans mon appartement ne semblait plus épais de tristesse. Il était chargé de l'énergie froide et propre du but. Je m'habillai pour le travail dans mon meilleur costume, un numéro anthracite foncé que je réservais habituellement aux réunions clients à aux enjeux. D'une certaine manière, c'était exactement ça. J'étais mon propre client le plus important, et les enjeux étaient tout mon futur. Ma première rencontre avec Nathalie Hoffman fut une masterclass d'efficacité. J'entrai dans son bureau silencieux et intimidalement organisé et étalai mes preuves sur la surface polie de son bureau. La facture, l'accord de prêt avec sa excuse pathétique pour ma signature, un imprimé de mon rapport de crédit montrant la nouvelle dette massive qui était apparue du jour au lendemain. Je racontai l'appel téléphonique avec mon père, son admission cavalière de culpabilité, sa conférence sur la loi de la famille. Elle écouta avec une immobilité troublante, ses yeux scannant chaque document, absorbant chaque détail.
Elle n'interrompit pas, n'offrit pas un seul mot de sympathie. Elle était un chirurgien examinant un patient, détaché et analytique. Quand j'eus fini, elle plia simplement les mains. D'accord, dit-elle, sa voix coupant à travers le silence. La contrefaçon est amateurish. Son admission verbale, bien que non enregistrée, établit l'intention. Le texte du prêt lui-même est prédateur. Vous avez un cas, un formidable. Elle se pencha en arrière. Comme j'ai dit avant, la question n'est pas de gagner. C'est de votre fin de jeu choisie. Donc, quelles sont les options sur la table? Présentez-les-moi, dis-je, ma voix stable. Option A, le chemin civil, commença TL, comptant un doigt en l'air. Nous déposons une poursuite. Nous poursuivons pour dommages, incluant le coût à votre score de crédit, détresse émotionnelle, et tous les frais légaux. Nous obtenons un ordre de cour pour avoir le prêt déclaré nul et retiré de votre nom. C'est propre, relativement privé, et financièrement satisfaisant, mais ça pourrait ne pas envoyer le message que vous visez. Et option B, son expression s'aiguisa. Option B est l'option nucléaire. Nous prenons ce dossier, le marchons jusqu'au 34e commissariat, et déposons un rapport de police. Nous remettons tout au bureau du procureur de district. Ceci devient immédiatement une enquête criminelle. Nous parlons de multiples crimes, grand larcin, vol d'identité, fraude électronique. Ceci signifie comparution, procès, et la possibilité très réelle de temps de prison pour votre père, votre mère pour son rôle comme complice, et votre frère comme bénéficiaire. Elle laissa la gravité de ces mots s'installer dans la pièce. C'est public, c'est brutal, et une fois que ce train quitte la station, il n'y a pas de le rappeler. Je pensais à la voix arrogante et méprisante de mon père au téléphone. Il avait créé son propre ensemble de lois, un système légal privé où il était le juge, le jury et l'exécuteur. Il était temps pour lui d'être introduit aux lois qui gouvernent le reste du monde. Préparons l'option B, dis-je décisivement. Je la veux chargée et prête à tirer. Je veux qu'il sache, en termes non équivoques, qu'elle est sur la table. Un éclat de quelque chose, respect peut-être, apparut dans les yeux de Nathalie. Eh bien, dit-elle. C'est notre levier. Je quittai son bureau ressentant une poussée de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pouvoir. Ce n'était pas le pouvoir de dominer, mais le pouvoir de défendre. Le monde réel, cependant, ne fait pas pause pour les guerres personnelles. Quand j'arrivai de retour à l'entreprise, l'antichambre du bureau de ma patronne ressemblait à une marche vers l'échafaud. Son assistante me lança un regard de pitié. Sandra Chin m'attendait. Elle était une force de la nature, une femme qui s'était griffé un chemin vers le sommet du monde dominé par les hommes de la finance. Elle valorisait la loyauté et la compétence, et elle avait une politique de tolérance zéro pour le drame qui affectait l'entreprise. Elle ferma la lourde porte de chêne de son bureau, coupant le reste du monde. Jason, parle-moi, dit-elle, son ton dépourvu de plaisanterie. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Je gère un problème familial sérieux, dis-je, essayant de garder ma voix égale. Eh bien, ton problème familial sérieux a appelé mon bureau ce matin, dit-elle, ses yeux se rétrécissant. Un homme s'identifiant comme ton père. Il a passé 10 minutes à me dire combien il était inquiet de ton état mental erratique. Il a utilisé des phrases comme instable et prenant de mauvaises décisions. Il a fortement impliqué que tu pourrais ne pas être apte à gérer les portefeuilles multimillionnaires de nos clients. Mon sang se glaça. L'audace de cela était à couper le souffle. Il ne m'attaquait pas seulement, il essayait de détruire mes moyens de subsistance. Sandra, Elle leva une main, m'arrêtant. Jason, je te connais depuis 6 ans. Je t'ai embauché comme stagiaire. Je sais que tu es l'analyste le plus diligent, stable et éthiquement sain que j'ai jamais eu dans mon équipe. Je sais que c'est de la merde absolue. Une vague de soulagement si intense qu'elle faillit faire fléchir mes genoux me lava, mais elle était fugace. Cependant, continua-t-elle, sa voix se tournant vers la glace, je ne suis pas la seule personne qu'il peut appeler. Il peut appeler nos clients. Il peut appeler la SEC et déposer une plainte anonyme sans fondement qui déclencherait encore un audit douloureux. Dans cette business, Jason, la perception d'instabilité est aussi dangereuse que l'instabilité réelle. C'est du poison. Elle se leva et marcha vers la fenêtre surplombant les canyons de béton de Wall Street. Je suis de ton côté, mais je suis aussi responsable de cette entreprise. J'ai besoin que ce feu soit éteint. Pas contenu. Pas géré. Éteint. Elle se retourna vers moi. Je te place en congé personnel obligatoire d'1 semaine.
Effectif immédiatement. Utilise le temps. Utilise toutes les ressources dont tu as besoin. Mais quand tu marcheras de retour à travers cette porte lundi prochain, j'ai besoin que cette situation soit définitivement résolue. Plus d'appels téléphoniques. Plus de drames. Plus de menaces à cette compagnie. Sommes-nous cristal clair? Cristal clair. Je dis, ma voix sinistre. Les enjeux avaient été augmentés à un niveau presque insupportable. Ce n'était plus juste à propos de trahison familiale. C'était à propos de ma carrière, ma réputation, toute la vie que j'avais si péniblement construite pour moi-même. Mon père était prêt à tout brûler pour se sauver. Cette nuit-là, il n'y eut pas de sommeil. Il n'y eut que de la fureur froide et calculée. Je passai les 2 jours suivants dans un état de frénésie contrôlée. Je rencontrai Nathalie à nouveau, l'informant de l'appel de mon père. Ses yeux s'illuminèrent avec la joie d'un prédateur. Ces tentatives de calomnie et interférences tortueuses, dit-elle. Il construit juste notre cas pour nous. L'arrogance de cet homme est un cadeau. Nous affinâmes notre stratégie. Une contre-attaque méthodique à 2 volets. Pendant qu'elle rédigeait la lettre de demande légale, notre salve d'ouverture, je fortifierais chaque aspect de ma vie. Je passai une journée entière au téléphone, un guerrier en costume d'affaires. J'appelai ma banque, établis de nouveaux protocoles de sécurité, mots de passe et codes verbaux sur chaque compte unique. J'appelai mon conseiller financier et lui fis transférer tout mon portefeuille d'investissement vers un nouveau compte séparément créé sous une branche différente, coupant tout lien historique que mes parents auraient pu avoir. Je fis une vérification de crédit approfondie, peignant à travers chaque élément de ligne, chaque enquête, cherchant tout autre signe de leur vandalisme financier. Et j'en trouvai un, enterré au bas du rapport sous les enquêtes récentes, était une application pour une carte de crédit de magasin à haute limite, d'un détaillant d'électronique haut de gamme connu pour ses télévisions à $5 000. L'application, faite juste 3 semaines auparavant, avait été refusée. La raison listée, l'apparition soudaine d'un nouveau prêt d'installation massive qui avait maximisé mon ratio d'être revenu. Le prêt BMW. Une vague de vertige me frappa. Je dus saisir le bord de mon bureau. Ce n'était pas un acte unique de désespoir. C'était un motif. Un système d'exploitation. Ils avaient essayé avant. C'était juste la première fois qu'ils avaient été assez maladroits pour se faire prendre. La semaine que Sandra m'avait donnée était une horloge qui ticte, comptant non seulement sur ma famille, mais sur toute ma vie professionnelle. La pression était immense. Mais elle ne m'écrasait pas. Elle me durcissait, me cuisant dans un four de colère vertueuse. J'étais forgé en quelque chose de nouveau, quelque chose de tranchant et incassable. Je n'étais plus leur fils. J'étais leur adversaire, et je venais pour eux avec la vérité comme mon arme. La convocation pour la confrontation finale arriva jeudi soir. Un appel de ma mère, sa voix dégoulinant d'une douceur saccharine qui pourrait caillebotter le lait. Toute trace du conflit de la semaine précédente avait été magiquement effacée. Jason, chérie. Elle roucoula. Ton père et moi avons parlé, et nous pensons qu'il est grand temps que nous nous asseyions tous et réglions ceci comme une famille. Plus de ces affaires d'avocats, plus de drames. Juste nous. Je prépare ton rôti de peau préféré avec des pommes de terre rôties à l'ail. Dîner du dimanche, notre maison, 7 heures précises. Ne sois pas en retard. C'était une masterclass de manipulation, déguisée comme une branche d'olivier. Ce n'était pas une invitation. C'était un commandement royal. Ils me convoquaient de retour à leur siège de pouvoir, au cœur de leur royaume, s'attendant pleinement à ce que je m'agenouille et accepte leurs termes. Ils n'avaient aucune idée terrestre avec qui ils avaient affaire maintenant. Je serai là, dis-je, ma voix à un lac placide par jour sans vent. Le moment où je raccrochai, j'appelai Nathalie. L'invitation a été étendue, dis-je. Dîner du dimanche. C'est showtime, répliqua-t-elle. Une note distincte d'anticipation dans sa voix. C'est notre scène. Tu me veux là? Oui, dis-je sans un éclat d'hésitation. Mais pas comme mon avocate. Ils seront sur leur garde. Je te veux là comme mon ami, ma collègue, un observateur impartial qu'ils ne verront pas venir. Je pouvais presque entendre son sourire à travers le téléphone. Oh, j'adore ça, dit-elle. Guerre de guérilla dans une salle à manger de banlieue. Je porterai quelque chose de discret. Quand le dimanche arriva, une tranquillité étrange s'était installée sur moi. Je n'étais pas nerveux. Je n'étais pas en colère. J'étais un chirurgien avant une opération complexe, concentré et détaché.
J'avais passé la semaine à visualiser ce moment, passant en revue chaque ligne d'attaque possible qu'ils pourraient utiliser, chaque levier émotionnel qu'ils essaieraient de tirer. J'étais inoculée contre leur poison. Je pris Nathalie. Elle était habillée dans une robe noire simple et élégante, ressemblant plus à quelqu'un se dirigeant vers une ouverture de galerie qu'une confrontation légale. Nous conduisîmes l'itinéraire familier vers la maison de mes parents dans le comté de Westchester, la maison coloniale étalée où j'avais grandi, une maison dont chaque pièce était tapissée des fantômes de déceptions passées et de plaidoyers non entendus. Nous marchâmes à travers la porte d'entrée, et la scène était parfaitement, écœurantement mise en scène. L'arôme réconfortant de viande rôtie remplissait l'air, un rappel délibéré d'une enfance plus heureuse et fictive. Mon père, Richard, se tenait posé près de la massive cheminée de pierre, un lourd verre en cristal de scotch cher dans sa main, l'image même du patriarche bienveillant. Ma mère, Diana, se précipita vers l'avant, m'enveloppant dans un nuage de son parfum cher et un câlin qui n'avait pas de chaleur. Jason, chérie, nous étions si inquiets, gazouilla-t elle, et Tyler, mon frère, était étalé langoureusement sur le canapé moelleux, absorbé dans son téléphone, offrant seulement un grognement curseur de reconnaissance. Le sourire brillant et pratiqué de ma mère vacilla juste une microseconde alors qu'elle prit en compte Nathalie. « Et tu as amené une amie, dit-elle, son ton passant de maternelle à prudemment évaluateur. « Maman, papa, Tyler, voici mon amie, Nathalie, dis-je en douceur. Nous travaillons dans le même bâtiment. » Mon père la regarda avec une suspicion à peine voilée mais réussit un hochement de tête curt et méprisant. Tyler ne leva même pas les yeux. Le dîner fut une masterclass de guerre psychologique. Pendant les 30 premières minutes, ils exécutèrent une campagne de manuels d'évitement et de contrôle. Ils traitèrent Nathalie comme un meuble, dirigeant toute conversation vers moi, mais seulement sur des sujets sûrs et superficiels. Leur score de golf récent. Les plans pour rénover le patio. Une histoire fastidieuse sur le voyage de leur ami en Toscane. Ils créaient une bulle de normalité, me défiant de la faire éclater. L'éléphant de 65 000 $ en forme de crime dans la pièce s'assit silencieusement à table, et ils firent simplement semblant de ne pas le voir. Finalement, après que le plat principal eut été débarrassé, mon père posa son couteau et sa fourchette sur son assiette avec un clic fort et définitif. La performance était finie. Il était temps pour le verdict. Jason, commença-t-il, sa voix descendant dans le registre booming et autoritaire qu'il utilisait quand il était sur le point de dicter la loi. Ta mère et moi sommes profondément déçus de ton comportement au cours des dernières semaines, impliquant des étrangers, faisant des menaces. Ça a créé beaucoup de drames inutiles et franchement, c'est en dessous de toi. Le drame, dis-je, ma voix calme et égale, était un prêt frauduleux de 65 000 $ pris en mon nom, papa. Ma mère laissa échapper un soupir théâtral et lent souffrant. Oh, Jason, s'il te plaît ne sois pas si mélodramatique. C'était un malentendu, une confusion de paperasserie. Nous essayons seulement d'aider ton frère à se remettre sur pied. Tu as toujours porté cette jalousie de lui, de son esprit libre. Tu dois laisser aller cette amertume. Ce n'est pas sain. Je la regardais, la femme qui m'avait donné naissance, qui était maintenant expertement en train de me gaslighter au-dessus d'un rôti de peau, et je ressentis un vide vaste et caverneux. La banque d'amour dans laquelle j'avais passé ma vie à faire des dépôts était officiellement et irrévocablement à découvert. Ceci n'a rien à voir avec la jalousie, maman, dis-je, ma voix dangereusement silencieuse. Ceci a à voir avec un crime. Ce mot, crime, était le signal pour Tyler de finalement rejoindre la mêlée. Il jeta son téléphone sur le coussin du canapé et se pencha vers l'avant. Son visage se contorsionna en un ricanement familier et narquois. Oh, est-ce que tu pourrais lui donner un repos, Saint Jason ? Il cracha, sa voix dégoulinant de venin. Tu marches ici avec ton costume chic et ta petite amie silencieuse, agissant comme si tu étais le roi. Tu penses que tu es tellement meilleur que nous avec tes feuilles de calcul et ton petit appartement triste. Tu nous regardes de haut toute ta vie. Il se pencha plus loin, ses yeux brillants de malice, prêt à livrer le coup de grâce. Tu sais, tu n'es pas la seule chose de toi que j'ai goûté. Ton ancienne copine, Chloé, après que vous deux ayez rompu. Elle n'était pas presque aussi coincée quand elle était avec moi, a vraiment appris une chose ou deux. La table tomba dans un silence choqué. C'était sa carte maîtresse, une attaque vile et personnelle conçue pour briser ma composure, pour me traîner dans la boue avec lui. Il voulait une dispute criante. Il voulait des larmes. Il voulait que je perde le contrôle. Et dans ce moment de cruauté suprême, il me donna le plus grand cadeau qu'il m'ait jamais donné. Il cautérisa le dernier nerf persistant de connexion fraternelle. Il n'était plus mon frère.
Il était juste un garçon pathétique et vieillissant frappant d'une cage de sa propre médiocrité. Je ne bronchais pas. Je pris lentement mon verre d'eau, pris une gorgée délibérée, et le posai. Je ne le regardais même pas. Mon regard était fixé sur mon père. « Avez-vous fini ?» demandai-je, ma voix à peine un chuchotement. « Est-ce le mieux que vous ayez tous ?» Mon père, sentant la dynamique se déplacer d'une manière qu'il ne pouvait comprendre, bomba la poitrine, son visage tournant au rouge tacheté. « Non, je n'ai pas fini, » tonna-t-il. « C'est la dernière fois que nous parlerons de ceci. Tu rappelleras tes avocats. Tu appelleras la banque demain, tu t'excuseras pour la confusion, et tu assumeras les paiements sur cette voiture comme tu aurais dû le faire en premier lieu. Si tu ne le fais pas, alors à partir de ce moment, tu ne fais plus partie de cette famille. Tu n'es plus notre fils. Est-ce clair ? L'ultimatum, l'arme finale et la plus puissante de leur arsenal. La menace d'exil. La peur qui m'avait gardé en ligne toute ma vie. Je tins le regard furieux de mon père. Je laissai sa menace planer dans l'air chargé de la salle à manger. Et puis, je donnai à Nathalie un petit hochement de tête presque imperceptible. Elle avait été une statue silencieuse pendant toute l'épreuve. Maintenant elle vint à la vie. Elle plaça délicatement sa serviette en lin sur la table et atteignit son sac à main. Elle récupéra un document épais et professionnellement relié et le plaça sur la table entre nous. Le bruit sourd et autoritaire résonna dans la pièce silencieuse. « Lem et Madame Mitchell, Tyler, dit-elle, sa voix claire, calme et coupant à travers la tension comme une lame de diamant à travers le verre. Mon nom est Nathalie Hoffman. Je ne suis pas la collègue de Jason. Je suis son conseil légal. » Le sang se vida du visage de mon père. La bouche parfaitement rouge à lèvres de ma mère tomba ouverte en un « oh » silencieux de choc. Le ricanement de Tyler disparut finalement, béni soit-il. Ce document, continua Nathalie, tapotant un index parfaitement manucuré sur sa couverture, est une demande légale formelle. Il décrit, en détail atroce, le prêt frauduleux pris de BMW Financial Services, la contrefaçon vérifiée par expert de la signature de Jason. Et les tentatives documentées subséquentes de calomnier sa réputation professionnelle avec son employeur. Elle glissa le document à travers le bois poli de la table. Il s'arrêta directement devant mon père. Il le fixa comme si c'était un scorpion vivant. « Vous avez 48 heures, déclara Nathalie, sa voix aussi froide et dure qu'un marteau de juge. 48 heures à partir de ce moment pour retourner la BMW série 5 2025 au concessionnaire d'origine et pour fournir à mon bureau une preuve notariée et irréfutable que le prêt frauduleux a été annulé et complètement expurgé de l'historique de crédit de mon client. Si vous échouez à vous conformer d'ici 9 heures mardi matin, un duplicata de ce dossier, avec un affidavit juré de Jason, témoignage de multiples témoins, et preuve de vos autres indiscrétions financières, sera livré en main propre au bureau du procureur de district pour l'ouverture immédiate d'une enquête criminelle sur multiples crimes, incluant grand larcin, vol d'identité et conspiration pour commettre fraude électronique. » Elle se leva, et je me levai avec elle, un front uni. Le seul son dans la pièce était le tic-tac frénétique et lourd de l'horloge grand-père dans le hall, comptant les secondes de leur ancienne vie. « Jason, » chuchota ma mère, sa voix un plaidoyer étranglé et horrifié. « Tu ne ferais pas ça à nous, à ta propre famille. » Je regardai les trois d'entre eux, leurs visages contorsionnés en un masque de panique pure et non adultéré. Ils avaient construit leur monde sur une fondation d'autorité non méritée et de chantage émotionnel. Et avec un mouvement calme et stratégique, je venais juste de le bulldozer au sol. Je n'avais pas besoin de les renier. Je leur avais donné les outils pour le faire eux-mêmes. « Le choix est vôtre, dis-je. » Puis je me tournai, et avec Nathalie à mes côtés, je sortis de cette maison et ne regardai jamais, jamais en arrière. Les 48 heures qui suivirent mon départ de ce dîner désastreux furent une masterclass dans les 5 étapes du deuil narcissique. Déni, colère, marchandage, dépression, et finalement, plus de colère. Mon téléphone devint la scène pour leur performance frénétique et désespérée. Ça commença avec la fureur de mon père, une série de textos de plus en plus dérangés, criblés de fautes de frappe et de menaces capitalisées. « Tu n'as aucune idée de l'erreur que tu as faite. Tu regretteras ceci pour le reste de ta vie. Ce n'est pas comme ça qu'un fils traite son père. » Puis le bâton fut passé à ma mère pour la phase de marchandage et de dépression, une série de messages vocaux en larmes et manipulateurs. « Jason, s'il te plaît, chérie, appelle-moi. Nous pouvons arranger ceci. Pense à la santé de ton père, sa réputation. Pense à ce que les gens diront. Tu déchires cette famille. S'il te plaît, rappelle-nous juste.
Elle était une virtuose de la culpabilité, jouant sur des cordes que je ne possédais plus. La contribution de Tyler fut, prévisiblement, un mélange de rage belligérante et de pleurnicherie pathétique. « Tu l'as vraiment fait, perdant ? Tu penses que tu peux prendre ma voiture ? Tu es pathétique. » Toujours été un petit serpent jaloux. Je n'engageais pas. Je ne répondais pas. Suivant les conseils de Nathalie, je documentais tout et puis bloquais leur numéro. Je m'assis dans le sanctuaire silencieux de mon appartement, et j'attendis. J'avais tenu un miroir à leurs actions et leur avais donné un choix clair et simple. Nettoyez tranquillement votre propre désordre, ou je le ferai nettoyer pour vous. Leur fierté, je savais, était une force bien plus puissante que leur logique. Ils ne concéderaient jamais. Ils pariaient sur moi étant le même garçon à volonté faible qui cédait toujours. Mardi matin arriva, brillant et froid. La date limite de 9h20 et passa. Il n'y eut pas d'email contrit de leur avocat. Pas d'appel du concessionnaire BMW confirmant le retour de la voiture. Ils avaient fixé le pistolet chargé que j'avais placé sur la table, et ils avaient décidé que je bluffais. À 9h01, j'envoyai un texto de 2 mots à Nathalie. Pas de contact. Sa réponse fut juste aussi brève et bien plus glaçante. Enforcement de conformité. Je ne connaissais pas les mécaniques spécifiques de ce qu'elle avait mis en mouvement, seulement que les roues de conséquence, que j'avais retenues si longtemps, grinçaient maintenant vers l'avant, alimentées par leur propre arrogance. La confirmation de leur mauvais calcul ne vint pas d'un document légal, mais d'un texto frénétique et haletant de ma cousine, Taylor, cet après-midi. La même cousine dont le post Instagram avait commencé toute cette avalanche. OMG Jason, qu'est-ce que tu as fait ? Un camion de remorquage est littéralement dans le parking du bureau de Tyler en ce moment, accrochant sa nouvelle BMW. Son patron regarde de la fenêtre. Tyler est là-bas en train de crier au conducteur. Tout le monde regarde. C'est insensé. Un sourire sinistre et sans humour touche à mes lèvres. Donc c'est comme ça que le département de fraude de la banque gérait une réclamation indiscutée. Pas avec une lettre silencieuse, mais avec une repossession très publique et très humiliante. C'était une conséquence directe du refus de ma famille de prendre la sortie facile. Ils avaient choisi l'humiliation publique sur la responsabilité privée. Les retombées furent nucléaires. Les messages vocaux hurlants de ma mère reprirent d'un nouveau numéro. Mon père, selon un appel chuchoté de tante Patricia, était en panique totale, réalisant finalement que la menace d'un dossier criminel atterrissant sur le bureau d'un procureur n'était pas un bluff. Leur prochain mouvement fut de mobiliser les singes volants. Mon oncle Robert, le partenaire d'affaires et copain de golf de mon père, m'appela. « Jason, fils, c'est ton oncle Robert », commença-t-il, sa voix dégoulinant d'une fausse préoccupation avonculaire. « J'ai entendu qu'il y avait eu un malentendu, et je veux juste dire que quels que soient les griefs que tu as, tu dois arrêter ceci maintenant. Tu gères ces choses en interne. Tu n'erres pas le linge sale de la famille pour que le monde le voie. Ça reflète mal sur tout le monde. C'est mauvais pour les affaires. Et dis-moi, oncle Robert, demandai-je, ma voix aussi froide que la glace, est-ce que contrefaire ma signature sur un prêt de 65 000 $ était mauvais pour les affaires, ou est-ce que ça tombe sous un niveau acceptable de linge sale ? Il balbutia, complètement jeté hors de son script. Eh bien, c'est une affaire privée entre toi et ton père. Je dis juste, il y a de meilleures façons de résoudre ceci. Je suis complètement d'accord, dis-je, et pour la première fois, je ressentis tout le pouvoir de ma position. Ils avaient 48 heures pour choisir la meilleure façon. Ils ont choisi celle-ci. Les conséquences sont maintenant les leurs à gérer. Je raccrochai avant qu'ils puissent répondre. Chaque appel désespéré, chaque texto manipulateur, chaque morceau de commérage de seconde main ne servait qu'à renforcer la justesse de ma décision. Ils n'étaient pas désolés pour le crime. Ils étaient terrifiés de la punition. Avec Nathalie, je passais à l'étape finale de ma campagne. Mon but ne fut jamais de voir mes parents en combinaison de prison. Mon but était la liberté. Nous utilisâmes la menace très réelle et très terrifiante de poursuites criminelles comme un marteau-piqueur pour forcer un règlement civil rapide et blindé. Leur avocat, un avocat vieux style et fanfaron de leur club de golf, essaya de négocier. Mon père essaya de faire de la posture, mais il jouait une main perdante sans carte à tirer. Ils avaient commis un crime, nous avions une montagne de preuves, et ils le savaient. Pour faire disparaître la menace criminelle, ils devraient accepter mes termes. Et mes termes étaient absolus. 1. Ils assumeraient 100% de la responsabilité financière pour le prêt frauduleux, incluant toute pénalité ou frais associés à la repossession.
2. Il virerait un paiement en entier pour chaque dollar de mes frais légaux à l'entreprise de Nathalie dans les 5 jours ouvrables. 3. Et c'était la clause qui importait plus que tout l'argent du monde, il signerait un ordre de non-contact légalement contraignant et permanent. Il ne devait faire aucune tentative, directe, indirecte ou à travers un tiers, de me contacter, mes amis, mon employeur, ou tout employeur futur pour le reste de leur vie naturelle. Ils le combattirent. Ils ragèrent. Ils plaidèrent. Mais à la fin, ils signèrent. Le jour où le document final et notarié portant leurs 3 signatures arriva à mon appartement via coursier, je ne ressentis pas une poussée de victoire. Je n'ouvris pas une bouteille de champagne. Je ressentis un silence profond et osseux. Je pris le document, une épaisse liasse de papier qui était ma déclaration personnelle d'indépendance, et je le plaçai dans le tiroir de mon bureau. C'était un certificat de ma propre émancipation. La guerre était finie. Maintenant, le travail de reconstruction pouvait commencer. Je taillais méthodiquement et impitoyablement ma vie. Je bloquais les numéros des parents qui m'avaient appelé pour me faire la leçon. J'envoyais un email bref, poli et ferme aux quelques membres de la famille auxquels je tenais encore, comme tante Patricia et Ryan, expliquant que, pour mon propre bien-être, je partais de la grille pour un moment et serais en contact quand je serais prêt. Je construisais une forteresse. Pas une forteresse de colère, mais une forteresse de paix. Le silence qu'ils avaient une fois armé pour punir et m'exclure était maintenant mon bouclier le plus puissant. La frontière n'était plus une ligne dans le sable. C'était un mur de 10 pieds de béton renforcé, et j'étais finalement en sécurité à l'intérieur. Les 6 premiers mois de ma nouvelle vie fortifiée furent un exercice de réapprendre comment respirer. C'était comme vivre dans une maison où un climatiseur fort, cliquetant et imprévisible avait fonctionné pendant 30 ans, et puis un jour il était juste éteint. Le silence résultant était si vaste, si complet, qu'il était presque désorientant au début. Je vérifiais mon téléphone attendant une crise, me préparais à un texto entrant rempli d'agressions passives, ou sursautais au son d'une sonnerie. Mais rien ne vint jamais. Il n'y avait pas de drame. Pas d'urgence. Pas de voyage de culpabilité. Juste une paix silencieuse, stable et complètement inconnue. Libérée du drain psychique constant de ma famille, ma concentration au travail devint rasoir pointu. Les problèmes complexes que je devais résoudre pour mes clients semblaient simples et logiques comparés aux calculs émotionnels que j'avais été forcé d'effectuer toute ma vie. Sandra, ma patronne, le remarqua. Elle vit le changement non seulement dans mon produit de travail, mais dans mon comportement. La ligne tendue et inquiète de mes épaules s'était relâchée. Je parlais plus dans les réunions. 6 mois avant le cycle d'évaluation annuel, elle m'appela dans son bureau et m'offrit une promotion à analyste senior, avec une augmentation substantielle et un bonus. « Tu as mérité ceci », dit-elle avec un sourire connaisseur. « Content de te revoir. » Pour la première fois, je regardais mon compte en banque et vis non pas une ressource à défendre, mais un futur à construire. Mon futur. Je pris une portion de ce bonus et fis le meilleur investissement de ma vie. J'embauchais un thérapeute. Son nom était Dr. Laura Chin, une femme perçante et compatissante qui se spécialisait en trauma familial et système narcissique. Dans son bureau silencieux, sur de nombreuses semaines, je déballais les contenus poussiéreux de mon passé. Elle me donna le vocabulaire pour mes expériences. Je n'étais pas hypersensible. J'étais une victime d'abus émotionnels soutenus. L'affection conditionnelle de ma mère n'était pas de l'amour. C'était un mécanisme de contrôle. Les conférences de mon père sur le devoir n'étaient pas de la sagesse. C'étaient des justifications pour l'exploitation. Tyler n'était pas juste un esprit libre. Il était l'enfant doré désigné, un rôle qui était juste aussi dommageable à sa manière que mon rôle de bouc émissaire. « Et tu n'as rien fait de mal, Jason », me dit-elle dans une session. Une déclaration si simple, pourtant si profonde, qu'elle me fit pleurer. Tu étais un enfant essayant de survivre dans un système malsain. Ton seul crime était que tu as finalement arrêté de jouer le jeu selon leurs règles. Mon appartement, celui que ma mère avait subtilement critiqué, commença à se sentir comme une maison pour la première fois. Je vendis les meubles fades et sûrs que j'avais choisis avec leur approbation tacite en tête. Je peignis les murs d'un bleu profond et calmant. J'achetai de l'art que j'aimais. Il devint mon sanctuaire, un espace qui me reflétait, pas la personne qu'il voulait que je sois. Je commençai à sortir à nouveau, cette fois avec un ensemble complet de radars fonctionnels pour les drapeaux rouges. Je rencontrai Emma, une femme perçante et drôle du département marketing de mon entreprise. À notre 3e rendez-vous, je lui donnai la version fortement condensée de ma situation familiale. Je me préparais au jugement, à la pitié,
au malaise gênant qui suit souvent de telles révélations. Au lieu de cela, elle tendit juste sa main à travers la table, mit sa main sur la mienne et dit « Waouh, je suis si incroyablement désolée que tu aies dû passer par ça. Personne ne devrait être traité de cette façon, spécialement par les gens qui sont censés t'aimer le plus. » Il n'y avait pas de jugement dans ses yeux, seulement une empathie profonde et authentique. C'était révolutionnaire. Ma famille choisie, celle que j'avais construite pour moi-même, devint mon ancre. Je passais les vacances et longs week-ends avec Marc et sa famille merveilleuse et bruyante. Sa mère, Sarah, me déclara officiellement son fils bonus. Je devins plus proche de tante Patricia et son mari, Stephen. C'était pendant un week-end à leur maison du lac que j'appris juste à quel point la pourriture dans ma famille était vraiment profonde. « Nous sommes si foutus fiers de toi, tu sais. » me dit Patricia un soir alors que nous étions assis sur leur quai, regardant le coucher de soleil peindre l'eau en teintes d'orange et de rose. « Tu as fait ce que ton cousin Ryan n'a jamais trouvé le courage de faire. » Ryan, demandai-je, confus. Je connaissais à peine mon cousin. Elle secoua la tête, un regard de dégoût sur son visage. « Oh ouais, il y a quelques années, ton père et Diana essayaient d'acheter une multipropriété en Floride. Ils ne qualifiaient pas tout à fait pour le meilleur financement. Donc ils ont juste ajouté le nom de Ryan et son numéro de sécurité sociale à l'application comme co-emprunteur, ont contrefait sa signature. Il l'a seulement découvert quand il a reçu un avis par la poste. Il était dévasté. Mais ton père l'a convaincu que le combattre déchirerait la famille. Donc maintenant, il paie juste tranquillement les $500 de frais de maintenance chaque année pour une propriété qu'il n'a jamais vue. Il était trop terrifié d'être chassé. L'histoire envoya un frisson dans ma colonne vertébrale. Ce n'était pas juste mon histoire. C'était un manuel de jeu. Quelques semaines après cette conversation, Ryan lui-même m'appela. « Jason, dit-il, sa voix silencieuse et pleine d'un respect que je n'avais jamais entendu d'un membre de la famille. Patricia m'a dit que tu savais pour la multipropriété. Je voulais juste dire que j'ai entendu ce que tu as fait. Et je souhaiterais à Dieu que j'ai eu ta force. » La validation était comme une bombe sur une ancienne blessure. Je n'étais pas le méchant. Je n'étais pas celui qui avait déchiré la famille. J'étais simplement celui qui avait finalement allumé les lumières et exposé la pourriture qui était déjà là. Le plus grand choc, la pièce finale et inattendue du puzzle, vint presque exactement 1 an après ce dîner du dimanche fatidique. J'étais dans un café un samedi matin, lisant le journal, quand un numéro inconnu vibra sur mon téléphone. Je faillis le rejeter, mais un instinct que je ne comprends toujours pas me fit répondre. « Allô ?» Une voix hésitante et inconnue à l'autre bout. « Jason ?» Il me fallut une seconde pour la placer. L'arrogance, le ricanement se fanfaronnant était parti. Tout ce qui restait était une coquille fatiguée et évidée. C'était Tyler. J'étais si stupéfait que je ne pouvais pas parler. « Comment as-tu obtenu ce numéro ?» J'arrivai finalement à dire, ma voix plate. J'ai dû supplier Taylor pour l'avoir. Elle m'a fait jurer que ce n'était pas un piège, dit-il, les mots se déversant en précipitation. Il sonnait plus petit. Et écoute, mec, j'avais besoin de te dire. Je comprends maintenant. Je comprends finalement. Je restais silencieux, écoutant, alors qu'il se déchargeait. Il me dit qu'après que j'ai légalement coupé les liens, toute la pression immense des attentes et du désespoir financier de nos parents avait été redirigée entièrement sur lui. Leur schéma d'investissement s'était effondré. Ils étaient fauchés, mais pathologiquement engagés à maintenir l'apparence de richesse. Ils voulaient que je paie pour leur adhésion au club de golf, dit-il, sa voix se cassant avec une amertume que je connaissais trop bien. Quand je leur ai dit que je ne pouvais pas, que j'arrivais à peine à payer mon loyer, ils m'ont dit que je devrais prendre un prêt contre mon 401K. Ils ont dit qu'il était temps pour moi d'être responsable comme Jason. Il laissa échapper un rire, mais c'était un son brisé et sans humour. Et puis, ma compagnie a eu des licenciements. J'ai perdu mon travail. Et je suis allé vers eux, pour la première fois de ma vie, j'avais vraiment besoin d'aide. Et ils m'ont dit qu'il était temps que j'apprenne à me tenir debout sur mes propres pieds. L'ironie cosmique et tragique de tout cela était stupéfiante. Je n'appelle pas pour de l'argent, dit-il rapidement, comme s'il lisait mon esprit. Je ne te demanderai jamais rien encore. Je devais le dire. Tu avais raison. Tu avais raison surtout. Et j'étais un trou du cul jaloux et cruel. Il marqua une pause, et je pouvais l'entendre prendre une respiration tremblante. Je suis désolé, Jason, pour tout ça, spécialement les trucs que j'ai dit sur Chloé.
Je voulais juste te faire mal parce que je ne pouvais pas supporter comment tu avais ta vie ensemble pendant que la mienne était un gâchis. Ce n'était pas une excuse parfaite de script de film. C'était désordonné, et lardé d'autopitié. Mais c'était aussi la chose la plus honnête et vulnérable qu'il m'ait jamais dite. Ça n'effaçait pas le passé, mais ça l'accusait. C'était une fissure de lumière dans une vie entière d'obscurité. Nous terminâmes l'appel. Je restais assis là au milieu d'un café bondé, un univers loin de l'homme que j'avais été un an auparavant. Mon combat ne m'avait pas juste libéré. Il avait déclenché un tremblement de terre qui avait finalement fait s'effondrer la structure creuse et pourrie de ma famille. Et seulement maintenant, dans les décombres, est-ce que l'un de nous pouvait espérer construire quelque chose de réel? Une autre année s'est glissée depuis cet appel déconcertant de Tyler. La vie a une façon silencieuse et persistante d'avancer, de lisser les bords les plus tranchants du passé en quelque chose avec lequel on peut vivre. La cicatrice est toujours là, mais elle ne fait plus mal. Le mur légal et émotionnel entre moi et mes parents est resté imprenable. Le silence a été total, de ce peu que j'entends à travers la vigne familiale, principalement d'une cousine Taylor maintenant beaucoup plus sympathique. Leurs vies se sont dénouées. Ils ont dû vendre la grande maison de Westchester, la scène pour toutes leurs grandes performances. Ils vivent dans un petit condo générique dans une communauté de retraite en Floride maintenant, le voyage même qu'ils avaient essayé de financer avec ma signature contrefaite. Ils sont, selon tous les comptes, misérables, piégés dans une cage dorée de leur propre conception, sans personne à blâmer ou exploiter sauf l'un l'autre. Je ne prends aucune joie dans cette connaissance. Il n'y a pas de satisfaction triomphante. Il n'y a qu'une tristesse distante et clinique pour les deux personnes qui ont choisi leur fierté par-dessus leur fils. Cette année, je passe les vacances dans un endroit qui ressemble plus à une maison que ma maison d'enfance ne l'a jamais fait. Une cabane confortable et couverte de neige dans le Vermont, louée avec Emma, Mark et sa famille. L'air ici est vif et propre, la cheminée crépite toujours, et le rire est authentique. Dans la bulle chaude de ma famille choisie, il n'y a pas d'agenda caché, pas de dettes émotionnelles, pas d'amour transactionnel. Il n'y a que le confort facile et inconditionnel d'être valorisé pour qui je suis, pas pour ce que je peux fournir. La semaine dernière, parmi les factures habituelles et le courrier indésirable, une enveloppe épaisse de couleur crème arriva. La calligraphie était élégante. C'était une invitation de mariage. Tyler se marie. Je tins le carton lourd dans ma main pendant longtemps. Mon nom était imprimé dessus. Seul. Un invité unique. Les noms de mes parents étaient là, bien sûr, listés comme les hôtes. Il y a un an, je l'aurais jeté à la poubelle sans une seconde pensée, la voyant comme un piège, une tentative de me traîner de retour dans leur orbite. Mais je ne suis pas le même homme que j'étais il y a un an. J'y ai pensé pendant une journée entière. J'ai pesé le malaise d'être dans la même pièce que mes parents contre la signification de l'événement. Tyler a un nouveau travail, modeste mais stable en logistique. Il paie ses propres factures. Il prend les premiers pas hésitants dans une vie adulte authentique. Ce mariage, avec une femme que je n'ai jamais rencontrée, est son pas le plus significatif encore. Il essaie de construire quelque chose pour lui-même, quelque chose de réel. Et donc, j'ai décidé d'y aller. Je ne vais pas pour eux. Je n'engagerai pas avec mes parents au-delà d'un hochement de tête bref, poli et inévitable. Je ne participerai pas à la fiction d'une famille heureuse et réconciliée. Je vais pour le jeune homme qui a trouvé le courage de faire cet appel téléphonique. Je vais porter témoignage au moment où il essaie, devant Dieu et tout le monde, de briser officiellement le cycle et en commencer un nouveau. Et dans le sens le plus vrai, je vais pour moi-même. Pour me tenir dans cette pièce, non pas comme le fils oublié, non pas comme le bouc émissaire, non pas comme le distributeur familial, mais comme un homme silencieux et autopossédé qui a survécu au feu et marché de l'autre côté. Un homme qui est entier, avec ou sans leur approbation. Ma guérison n'a jamais requis leurs excuses. Ma liberté n'a jamais été contingente à leur chute. C'était toujours à propos de ma propre montée silencieuse et déterminée. Assister à ce mariage n'est pas à propos du pardon. C'est à propos de la fermeture. C'est la page finale d'un long chapitre douloureux. C'est la preuve que ma nouvelle aube n'était pas juste un moment fugace, mais un état d'être permanent et inébranlable. Je suis finalement et complètement libre.